Allez, let's go. Bien, rebonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur les émotions clients. Donc, on est trois à animer la session. Sébastien, qui sera notamment en charge de récupérer toutes vos questions pour nous les soumettre à la fin. Et puis Mathieu, qui co-présentera avec moi les quelques slides et puis les cas d'usage démo. Quelques petites infos et règles pratiques pour le bon déroulé de l'événement. Donc, on prévoit une grosse demi-heure de présentation pour ensuite répondre à vos questions. Pendant la presse, veillez à bien couper vos micros pour que tout le monde nous entende bien. Et par contre, n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat tout au long de la présentation pour nous soumettre au fur et à mesure vos questions. C'est l'onglet Discuter en bas. On va aussi enregistrer en vidéo ce webinaire pour pouvoir par la suite vous diffuser ce contenu. Et puis, dernier point, en fin de webinaire, on vous soumettra un mini-formulaire très simple, 2 questions pour recueillir vos impressions. On a vraiment besoin de vos feedbacks. Ça nous est très précieux pour pouvoir améliorer les contenus justement qu'on vous présente. Alors, probablement que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Donc, moi, je suis Grégoire et avec Mathieu, on a cofondé la startup Kémotion il y a un peu plus de 5 ans. On y développe une solution de reconnaissance des émotions et d'analyse sémantique. Les algorithmes qu'on développe s'appuient notamment sur un très gros dictionnaire émotionnel du langage qui indexe plusieurs millions de mots et d'expressions en multilingue. Et à ce jour, la technologie a traité plus de 5 millions d'avis clients verbatim. Alors, la solution est utilisée dans de multiples domaines d'activité, que ce soit dans la banque, l'assurance, le transport, l'hôtellerie, la restauration, le retail, le luxe, la grande conso, etc. Et notamment sur des cas d'usage autour des parcours clients et des leviers de fidélisation. Et c'est justement le thème de notre webinaire aujourd'hui. Alors, on va essayer de vous apporter des éléments de réponse à 2 types de questions clés. Que feriez-vous si vous pouviez faire émerger en quelques clics les irritants prioritaires issus de vos parcours clients? Puis, deuxième type de question, qu'est-ce qui vous empêche de mieux fidéliser les clients grâce à cette analyse de verbatim? Alors, dans une première section, on va vous partager des retours d'expérience autour des commentaires clients, notamment le fait de pouvoir recueillir des verbatims, ça peut être un moyen très concret d'optimiser la longueur des enquêtes pour ceux qui en ont. On va voir aussi qu'il y a de multiples sources d'avis clients intéressantes à analyser. Et puis, on terminera dans cette première section sur les principaux atouts, bénéfices en fait, d'un outil de classification automatique. Alors, juste avant d'enchaîner, est-ce que certains d'entre vous connaissent le créateur du NPS? Si vous savez, n'hésitez pas à mettre dans le chat, discuter oui, non, ou carrément son nom. Voilà, pour ceux qui pourraient le connaître. En fait, il a publié un article l'été dernier, très intéressant, que je voulais vous partager. Donc, cette personne s'appelle Fred Reichheld, il est américain, et dans cet article, il aborde notamment plusieurs sujets, mais notamment l'urgence de simplifier les enquêtes et les interactions clients, car c'est souvent presque une tannée pour les clients de répondre à des questionnaires qui sont hyper longs. Et donc, ce souci de simplification, ça va vraiment dans le sens de 100% des retours clients, de ceux qui utilisent notre solution, qui nous indiquent tous vouloir vraiment réduire drastiquement la longueur de leurs enquêtes pour favoriser en fait plus d'ouverts et de spontanés, pour en fait au final que ce soit beaucoup moins pénible pour les clients. Alors bien évidemment, si après on se retrouve à collecter des masses importantes de verbatim, il faut pouvoir les traiter efficacement sans que ce soit, ce coup-ci pour vous, une trop forte contrainte. Donc c'est tout l'intérêt d'une solution d'analyse automatique sémantique. Alors, on va en voir les bénéfices et justement, j'aimerais vous partager le classement, le podium en quelque sorte qu'on a fait sur les sources d'avis clients à partir des traitements qu'on analyse depuis 5 ans. Donc, sur la première marche du podium, on va trouver les données textuelles donc, qui sont les plus intéressantes à analyser, les verbatims d'enquête, que ce soit des enquêtes à chaud ou à froid,
En général, vous avez des commentaires très riches à exploiter. Vous pouvez faire des liens avec des scores quanti de ça, de NPS. Vous pouvez faire des liens entre le verbatim et d'autres infos de profil de segmentation, localisation, etc. Et donc, l'ensemble de ces informations-là, ça peut permettre de réaliser des analyses très précises, profondes, avec des zooms, par exemple, sur des étapes de parcours très spécifiques ou pour pouvoir rechercher des irritants très particuliers. Sur la deuxième marche du podium, vous avez les reviews ou les avis en ligne issus de plateformes, que ce soit des plateformes publiques comme Google ou Trip ou des plateformes dites privées que vous pouvez utiliser comme Trustpilot, Critiqueur à vérifier, etc. Là aussi, souvent, en fait, le commentaire est très riche, intéressant à exploiter. Il peut y avoir un score d'étoiles auquel aussi relié, quelques infos de localisation, par exemple. Et puis, surtout, il peut y avoir des volumes assez conséquents, ce qui permet là aussi de faire des zooms assez précis sur des étapes de parcours, par exemple. On va aussi avoir sur la troisième marche tout ce qui est formulaire de contact, d'interaction, voire de réclamation, même si c'est un prisme particulier d'un parcours, mais là aussi, ça peut être des sources intéressantes, comme les conversations de chat. Alors, j'ai à nouveau une petite question à vous poser. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà analysé des reviews, des avis en ligne, ici donc de plateformes? Pareil, vous pouvez mettre dans le chat si c'est le cas, et surtout, pourquoi pas citer la source de la plateforme que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'analyser. On pourrait presque en faire un podium, hein. Il y en a peut-être certaines qui sont plus analysées que d'autres. Les outils Google, OK. Bon, très bien. Alors, quand vous avez des avis, des commentaires, des verbatims analysés, quand il y a un peu de volume, ça peut être utile de s'appuyer sur un outil d'analyse automatique, comme celui qu'on propose, il y en a d'autres aussi. Les bénéfices clés, c'est tout simplement, en premier lieu, la capacité à traiter l'intégralité des datas, 100% de tous les commentaires, pas juste un échantillon. Et ça, quel que soit le volume, hein, la quantité de données analysées. Après, l'outil peut traiter ça hyper rapidement, en quelques secondes, donc ça peut représenter des gains de temps assez colossaux pour vous. Ensuite, la machine, elle va, contrairement à l'humain, classer toujours avec la même rigueur, la même objectivité, donc ça peut éviter des biais d'interprétation, notamment sur des scopes internationaux. Et puis, l'outil, il peut aussi apporter un niveau de profondeur et de détail très précis sur les sujets thématiques et notamment sur les étapes de parcours client. Et donc, on va pouvoir identifier des pistes très concrètes opérationnelles dans les cas sur les irritants, par exemple. Et puis, le dernier point, aujourd'hui, vous pouvez attendre d'un outil qui classe avec un niveau de fiabilité assez élevé, de l'ordre de 90%. Alors, parfois, après, une petite courbe d'apprentissage, mais on doit pouvoir arriver facilement à ces niveaux-là, hein, c'est le cas chez nous. Donc, que ce soit sur les classifications sémantiques thématiques, ou que ce soit aussi sur l'analyse émotionnelle qu'on va voir juste après. Donc, justement, dans cette deuxième section, on va aborder les indicateurs émotionnels importants à mettre en œuvre pour pouvoir correctement mesurer les émotions. On va voir aussi quelle corrélation il peut y avoir entre l'émotion d'un commentaire et puis des niveaux de fidélisation client. Et on terminera donc ça au travers de cas d'usage sur comment on peut repérer facilement et hiérarchiser, prioriser des irritants d'une part ou des leviers de fidélisation d'enchantement d'autre part sur vos parcours clients. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de rajouter une dimension d'analyse émotionnelle à l'analyse sémantique des verbatims. On vous soumet deux niveaux de réponse. Le premier, sur les irritants. Un irritant, c'est par définition émotionnel. Donc, l'analyse des émotions, elle vous permet de mieux repérer, de mieux comprendre, de hiérarchiser ces irritants. Et puis, deuxième niveau de réponse, ça concerne la mise en œuvre de plans d'action opérationnels, mesurables, que vous pouvez objectiver. Donc, vous pouvez même monitorer la progression. Par exemple, si on prend les registres émotionnels de peur ou de colère,
ça ne traduit pas en fait les mêmes besoins ou les mêmes attentes du client. Et donc, in fine, ça nécessite des plans d'action adaptés, différenciés. Hein, par exemple, si on prend l'exemple d'un panier en ligne, on peut être stressé, avoir peur au moment de la validation en ligne de ce panier. Ça nécessite, en termes d'action, plus d'infos, peut-être de proposer une garantie satisfait, remboursée, etc., pour rassurer la personne. Alors que si, pour ce même panier, on éprouve de la colère parce qu'on n'a pas réussi à le valider à cause d'un bug technique, par exemple, la posture ou l'action derrière sera plutôt liée à un geste commercial pour essayer de rattraper ce qui. Mathieu, je te passe la parole sur les 2 derniers slides. Ouais, merci Grégoire. Alors, la question qui se pose, c'est une fois qu'on a vu que l'analyse de sentiments, comme l'a montré Grégoire, n'est pas suffisante et qu'il faut passer à des éléments émotionnels, c'est quels indicateurs utiliser pour pouvoir bien analyser ces données et en particulier bien ressentir ce que le client exprime. Et l'enjeu derrière ça aussi, c'est à la fois d'être suffisamment précis, d'un côté, avoir un indicateur qui est suffisamment précis, et en même temps assez facile à comprendre pour les équipes avec qui vous allez interagir pour lancer des plans d'action. Et donc, ce que nous proposons, c'est une forme de température émotionnelle qu'on appelle l'indice émotionnel ou l'I-index. Et cette température émotionnelle, c'est tout simplement une température qui va du chaud au froid, de moins 20 degrés quand les conversations sont très froides. Donc, par exemple, quand on va être sur un commentaire dans le dégoût, on va être entre moins 20 et moins 15 degrés. Quand on va être sur de la colère, on va être entre moins 15 et moins 5 degrés, etc. Donc, quand on va être dans du très froid, on est sur des émotions très, très négatives. Et puis, quand on va être sur de la joie ou de la surprise, on va être au-dessus d'un 30 degrés. Il fait très chaud, le commentaire est très chaleureux. L'avantage d'avoir un indicateur composite comme celui-là, c'est qu'on peut avoir une vision d'un cumul d'un ensemble de verbatims ou de commentaires, et donc avoir aussi une vision globale par rapport à ces éléments. Alors, en complément de ça, on a les pourcentages d'émotions primaires, c'est-à-dire la part de joie, la part de tristesse, la part de dégoût, la part de surprise ou de colère. Et là, ça vous permet de pouvoir aussi mesurer les différences entre deux enquêtes ou deux moments d'une même enquête. Et puis, de pouvoir détecter un certain nombre de seuils. Par exemple, nos clients ont souvent un seuil de 1% de taux de dégoût. Si on passe ce seuil de 1% de taux de dégoût, ça veut dire qu'il commence à y avoir des signaux faibles qui indiquent qu'il y a des problèmes dans la relation, dans l'expérience. Où on a aussi un seuil à 5% de taux de colère. Voilà. Donc là, l'expérience montre que sur des enquêtes assez classiques de satisfaction, ce sont des seuils marquants et qui vous donnent d'autres indications, d'autres niveaux d'information. Et enfin, on a la notion d'intensité émotionnelle. Donc là, c'est un indicateur qui va lui mesurer la virulence ou l'intensité, la force du propos. Et pour calculer cette intensité, on va vraiment observer tous les marqueurs d'insistance du langage. Dès qu'on va utiliser un superlatif, dès qu'on va utiliser, par exemple, des majuscules, dès qu'on va positionner beaucoup de ponctuation, l'outil va l'utiliser pour donner plus de force à cette partie du propos et donc caractériser l'émotion principale de l'ensemble du verbatim quand il y a, par exemple, plusieurs phrases ou plusieurs éléments qui peuvent être contradictoires. Une fois qu'on a travaillé sur ces indicateurs, on peut analyser les éléments dans un parcours. Et donc ici, on a tout de suite le résultat, on va dire, ou le livrable que vont utiliser un certain nombre de nos clients. Et l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir à la fois avoir la notion du parcours, donc c'est ce qui est noté en 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on est sur un parcours de retail distribution. Et puis, on a aussi pu inscrire sur chaque étape du parcours les principaux irritants, les cailloux dans la chaussure de vos clients,
qui font que le chemin est pénible et qu'il y a des éléments sur lesquels il va falloir mener des actions parce que sinon, le parcours ou l'expérience, on n'arrivera pas à l'améliorer durablement. Donc, si je reprends ici le parcours, on voit que, par exemple, la difficulté à joindre le SAV, qui est le dernier point dans le service client, on a près de 400 personnes qui ont indiqué qu'une fois qu'ils ont eu un problème avec le produit qu'ils avaient acheté, ils n'avaient pas la possibilité de contacter le SAV, que la hotline en fait est totalement bouchée et qu'il n'y a aucune possibilité finalement d'avoir un filet de sauvetage pour avoir des réponses. Typiquement, ce genre d'irritant va impacter fortement la relation et la confiance et finalement peut générer une grosse frustration, voire d'autres conséquences dans le futur. Voilà. Je vais passer la parole à Grégoire pour un peu vous expliquer les applications pratiques qu'on va maintenant lancer. On va voir à travers donc quelques cas d'usage en live sur la plateforme. Tout d'abord, des liens, des niveaux de corrélation, de cohérence entre émotions décryptées, calculées à travers un commentaire et puis des niveaux d'engagement, de fidélité, de recommandation. Ensuite, on va regarder au travers différents exemples de cas, de parcours clients dans différents domaines, comment on peut facilement, rapidement, en utilisant en fait ces vecteurs émotionnels, repérer des irritants plus graves, les hiérarchiser et la même logique en fait pour des leviers d'enchantement qui favorisent la fidélité du client. Je te laisse commencer les démos, Mathieu. Alors, donc là, nous allons passer au cas d'usage un peu plus concret par rapport à la présentation. Alors, comme vous êtes nombreux et que vous appartenez à de multiples secteurs, donc on a décidé de vous montrer à titre illustratif un certain nombre de démos sur des secteurs très divers. Donc les démos qu'on va vous montrer là, ce sont des avis issus de plateformes d'avis publiques ou de nos propres enquêtes qui ont été processées automatiquement pour en faire ressortir les grands sujets et les émotions. Donc, on va naviguer au départ dans le secteur de la banque, ensuite on va être dans le secteur culturel, le secteur des parcs d'attractions, secteur du retail et de la distribution, et puis on va revenir ensuite enfin au domaine bancaire. Voilà. Donc, ici, on va commencer par essayer de comprendre le lien entre le profil de recommandation et l'émotion que vos clients expriment dans leurs commentaires. Donc, on a un tableau assez simple avec chaque profil de recommandation ici. Donc, on va avoir les détracteurs qui ont noté entre 0 et 6 sur la question classique de recommandation en suivant la méthodologie NPS. On va avoir les neutres et puis on va avoir les promoteurs. Et en face de ce profil de notation, on va avoir la température émotionnelle du commentaire en reprenant ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure sur les indicateurs émotionnels. Et donc, ce qu'on observe ici, on l'observe vraiment dans l'ensemble des enquêtes, sauf erreur méthodologique, par exemple une question qui serait mal posée ou des éléments où le client ne comprendrait pas votre question, c'est qu'on a une belle corrélation entre l'émotion, enfin l'indice émotionnel en l'occurrence, et puis les notes de recommandation et le profil. Donc, on voit que les détracteurs sont à très froid, à 1 degré. On a un profil neutre à 23 degrés et un profil de promoteur à 27 degrés. Quand on va regarder les émotions, donc on a ici les couleurs les plus froides sont les couleurs du dégoût, de la colère et de la tristesse, la peur étant en vert, et puis ensuite on va avoir les couleurs plus chaudes et plus chaleureuses en rouge-rouge de la joie et de la surprise en orange.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, sans surprise, les détracteurs vous expliquent dans leurs commentaires pourquoi ils vous ont noté une note inférieure à, à 9 ou 10. Et ils vous expliquent aussi en quoi ils sont dégoûtés ou qu'est-ce qui a généré leur colère dans leurs commentaires. À côté de ça, et vraiment à contrario, on voit que là, on a presque les 3/4 qui sont sur des émotions négatives. En fait, à contrario, les promoteurs, aux 3/4, vont être sur des émotions positives. Alors, dans notre plateforme, la surprise négative est associée à la tristesse. Donc, on est uniquement sur la surprise positive ici. Et donc, on a bien presque les 3/4 en avis qui expriment des émotions positives. Et donc, ça, c'est le premier élément, c'est que ça vous permet de voir, de lire avec l'émotion, finalement, ce que signifie la note fournie par vos clients. Est-ce qu'on est plus dans un mood émotionnel ou dans un autre? Le deuxième élément qui est intéressant, c'est de mieux percevoir qui sont vos neutres, qui sont ces clients qui vous ont donné une note entre 7 et 8. Est-ce que ces clients sont très proches des promoteurs ou est-ce que, au contraire, les détracteurs et les neutres sont assez similaires? L'intérêt de cette question, ça peut vous permettre de savoir si la marche à franchir pour les convertir, elle est très haute, elle est très compliquée, elle vous demandera beaucoup d'efforts, ou si au contraire, cette marche, elle est assez facile à réaliser. Alors, cette réponse, en fait, elle est vraiment propre à chaque enquête et à chaque entreprise. Ici, dans ce cas ici, on voit que les neutres sont très proches des promoteurs. On le voit très visuellement. On est là aussi presque aux 3/4 sur des émotions positives dans les commentaires laissés par les clients. Donc, le pas à franchir, finalement, n'est pas si important que ça. Et donc, très facilement, en allant observer, en filtrant sur ces neutres, sur ces profils neutres, et en allant observer les commentaires sur ces 4 émotions ici, on va pouvoir détecter quels sont les sujets, les irritants qu'il faut corriger pour que ces personnes éventuellement puissent passer sur un profil de promoteur. Donc là, on a vu le lien entre recommandation et émotion. De manière totalement similaire, on pourrait poser l'ensemble des notes de satisfaction et voir aussi cette belle recommandation, cette belle corrélation entre émotion, indice émotionnel et les différentes émotions exprimées. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller plus loin dans l'analyse. Donc là, on était vraiment sur l'aspect émotionnel. Mais évidemment, vos clients, quand ils vont décrire leur expérience, ils vont vous donner des informations sur leur parcours. Et en liant ces commentaires qui ont été faits sur leur parcours et l'émotion qu'ils ont exprimée associée à ce commentaire, on va pouvoir donner une note à chaque étape du parcours évoqué. Donc là, on passe au secteur des parcs de loisirs et on va se positionner sur le parcours d'un client qui, au départ, va préparer son séjour ou son expérience. Il va réserver et éventuellement procéder à un paiement en ligne. Il peut aussi, en amont, s'informer, planifier son séjour. Et puis ensuite, il va arriver sur le lieu du parc. Et donc là, on voit que l'expérience est à 31 degrés, donc très chaleureuse. On va avoir une bonne expérience sur l'acheminement sur le site. L'utilisation des navettes aussi est un plus remarqué par les clients avec un 26 degrés. Donc le maximum étant 40 degrés, on est quand même sur des belles émotions. La billetterie aussi est quelque chose qui est très bien vécu, alors que généralement c'est compliqué parce qu'on est sur des expériences de queue. Le parking, là au contraire, est plutôt le point faible, là, alors qu'on est à 31 degrés, donc globalement ça se passe bien, mais il y a un point faible sur le parking. Et puis ensuite on a l'expérience au parc, donc on va avoir l'expérience avec les attractions, la restauration, l'expérience d'attente, l'expérience avec les spectacles vivants,
les magasins, donc tout ce qui est shopping, qui est crucial économiquement pour le parc, et puis éventuellement aussi l'hébergement. Pour terminer sur les dernières impressions, le départ du parc, éventuellement un partage sur les réseaux sociaux ou une impression générale qui va être donnée. Donc, si on revient ici sur ce qu'on a observé, on a vu que les parkings étaient plutôt le point bas ou le point faible de l'expérience. Très facilement, on va pouvoir aller sélectionner cette catégorie au sein des commentaires et pouvoir aller observer ce qui s'est dit, ce qui se dit en fait sur, sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on y lit? On va avoir un client qui va nous dire que le prix du parking est trop élevé. Ici, on va avoir un client qui indique que le prix du parking est injustifié. Le prix du parking est abusif. Vous voyez, donc on voit très facilement que le client, il a passé un bon week-end, mais que le prix du parking, en fait, le fait de faire payer le parking ou le niveau de pricing du parking n'est pas adapté, n'est pas compris, et qu'on passe un seuil d'acceptabilité par le client qui fait qu'à un moment donné, il va refuser, on va dire, ou pour lui, c'est vraiment ce qui l'a gêné dans son expérience. Donc, on voit comment, sur un parcours type, on peut distinguer on va dire, des points irritants et puis derrière enclencher, par exemple ici, d'insérer le prix du parking au sein du prix global de l'expérience, ce qui fait que le client va juger peut-être que c'est relativement cher, mais il n'aura pas un deuxième effet négatif sur son expérience. Une autre manière de travailler ici, donc là on va passer maintenant sur le secteur du e-commerce, c'est d'aller regarder ces parcours et puis d'aller distinguer les éléments cruciaux de l'expérience. Donc d'aller regarder, par exemple, une étape cruciale pour le e-commerce, ça va être le paiement en ligne, hein, au-delà je dirais, de l'expérience. On va aller voir si sur des éléments, des parcours cruciaux dans le parcours client, on a une expérience parfaite. Il n'y a pas de scorie, il n'y a pas de problème. Et donc ici, on voit directement qu'on est sur une très mauvaise expérience sur le paiement en ligne. Quand on va un tout petit peu regarder ce qui se passe, là aussi, on peut sélectionner, faire un zoom dessus. On va voir qu'on a, par exemple, une carte bancaire qui ne passe pas, un code, un coupon donc, valide, mais le montant en fait ne fonctionne pas. Donc là, il y a des problèmes de calcul des montants à payer. Et puis ensuite, il n'y a aucun support qui est fait. Et ce qui fait que la conclusion du client, c'est le site n'est pas fiable, l'incompétence de l'équipe et le site en ligne n'est pas fiable. Donc typiquement ici, on prend un exemple, mais en fait on pourrait prendre d'autres commentaires. On voit que sur une étape cruciale au niveau économique pour la société, il y a des ressentis qui ne sont pas acceptables et donc ça devient des éléments vraiment prioritaires. Alors, on a vu ici comment très facilement on peut utiliser le commentaire pour qualifier et mesurer le parcours. On va voir maintenant avec Grégoire comment on peut associer à ces parcours clients aussi des moments de vie. Et donc là, Grégoire va reprendre la main maintenant. Alors, merci Mathieu. On a navigué dans des parcours de manière plutôt chronologique avec des étapes successives, linéaires. On peut aussi avoir une autre vision des parcours autour de moments de vie clés. Et là aussi, l'analyse émotionnelle peut aider à repérer à la fois des irritants ou des points d'enchantement vecteurs de fidélisation. Là, on est dans le cas d'une relation bancaire et on a des moments de vie autour du changement de conseiller, autour de la joignabilité de ce conseiller. On peut aussi paramétrer des moments dits d'enchantement ou pénibles, par exemple comme des travaux en agence, ou des niveaux de fréquentation.
d'agence. Alors, deux exemples. Le focus sur le changement de conseiller, on remarque donc qu'il est très chaleureux, très bien ressenti, à la fois grâce aux compétences mises en avant du nouveau conseiller, et puis à la fois grâce à la bonne transmission d'infos en fait lors du changement, lors du départ. Donc ça, c'est des éléments bien ressentis, ou des vecteurs plutôt d'enchantement et qui contribuent à fortement fidéliser le client. À l'inverse, lorsqu'on cherche à joindre son conseiller, on est déjà globalement à un niveau de 7 degrés, donc beaucoup plus froid, et même très froid dans l'absolu. Que ce soit lorsque je cherche à joindre directement mon conseiller, j'ai des niveaux relativement froids. Et alors, quand je dois passer par un centre de contact pour pouvoir le joindre, c'est pire. Et donc là, on voit, par exemple, très facilement que même si les conseillers sont bien appréciés, le fait d'avoir à passer par un système, un standard, un centre d'appel, c'est extrêmement pénalisant et ça suscite des ressentis très mitigés par vos clients. Donc ça, c'était une autre manière en fait de pouvoir faire émerger autour de parcours liés à des moments de vie, points d'irritant et des points d'enchantement. Une autre façon aussi de naviguer dans vos données et de représenter des parcours sur des axes de maillage géographique, que ce soit un réseau physique d'agences, de boutiques, d'hôtels, de lieux de destination, de restaurants, etc. On peut représenter les lieux physiques ou regrouper les lieux physiques, que ce soit à un niveau régional, national comme ici, voire international, pour pouvoir identifier en un clin d'œil les lieux individuels ou les zones qui sont plus chaleureuses, 23 degrés sur la région parisienne, versus celles qui sont moins chaleureuses, plus froides. Et si je vais chercher sur la zone, donc en l'occurrence alsacienne de Strasbourg, plus spécifiquement en fait les points, les plans d'action à mener et donc sur quel point agir, je peux faire émerger de clics, d'irritants prioritaires, points améliorés. Ici, en l'occurrence, ce sont essentiellement des éléments issus du web, du digital. Et puis, si je descends un petit peu sur une autre zone, je vois, sur la zone de Belfort par exemple, je vois que ces points de travail prioritaires sont différents et vont plus porter ici sur la gestion des réclamations, la gestion des risques de cotention. De la même manière, j'ai les points d'enchantement qui peuvent émerger en quelques clics. Donc, c'est aussi une autre manière, en s'appuyant sur une vision plutôt géographique de vos réseaux, quand vous en avez, qui peut aider, grâce à l'analyse émotionnelle, à repérer des actions prioritaires liées aux irritants. Je te repasse la parole, Mathieu, sur les deux derniers cas d'usage. Merci, Grégoire. Alors, on a vu le mapping des émotions sur un réseau en complément du parcours. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder aussi comment on peut utiliser les émotions pour valoriser ou peser les choix stratégiques sur un certain nombre d'expériences. Et ce qui est assez classique maintenant, c'est de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je digitalise et comment, là où je mets, on va dire, mes ressources de personnel. Donc, comment mon expérience, je la digitalise ou pas sur un certain nombre de sujets ou de points. Alors, on vous montre ici, par exemple, sur une marque de retail, mais ça pourrait se dupliquer, on va dire, à l'ensemble de vos entreprises. L'impact, on va dire, l'analyse que font les clients des services digitaux, de l'expérience digitale d'un côté, et de l'autre côté, ce qui est
valorisé par vos clients sur l'aspect humain, donc le lien au personnel qui va souvent créer le lien émotionnel. Donc là, on n'est plus sur des parcours, mais on est plutôt sur des expériences. Alors, ce qui va être intéressant ici, donc on voit, on voit la part d'émotion liée à chaque commentaire sur les canaux digitaux, par exemple. Donc, on voit qu'on n'a que 22% de surprise pour 60% de tristesse sur le digital, sur ce cas ici. Et au contraire, quand on va être sur un lien avec le personnel, on a près de 70% des commentaires qui sont majoritairement dans la joie et 15% seulement sur de la tristesse, 4% de dégoût, 2% de colère. Donc on voit que le 25 degrés, pardon, traduit des émotions qui sont euh, très, très majoritairement positives. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut choisir d'aller voir les sous-thèmes derrière ces aspects digitaux d'un côté et personnels de l'autre. Et donc, on observe tout de suite quels sont les points qui potentiellement font mal au sein de la relation digitale, avec ici, par exemple, l'aspect navigation, navigation sur le site. Si on clique, on peut tout de suite lire les commentaires qui vont être évoqués. Donc là, c'est par exemple un client qui vous indique que son compte sur le site internet ne fonctionne pas. Là, il y en a un second qui indique la même expérience, ou un autre problème de blocage. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va voir que économiquement, la tentation de rentabilité, c'est de supprimer l'humain pour automatiser et passer à une interface digitale. Mais attention, l'acceptabilité de vos clients pour ce type d'expérience digitale n'est pas forcément totale. Et vous ne pouvez pas maîtriser, on va dire, toutes les conditions digitales de vos clients. En l'occurrence ici, on peut imaginer que c'est par exemple un navigateur qui n'a pas été mis à jour, qui fait que le site web ne fonctionne pas. Et donc, le client va vivre une mauvaise expérience alors que vous pensiez, avec vos tests, que tout était positif. Et à contrario, sur les aspects plus humains, si on va voir par exemple l'écoute et la communication, on va pouvoir aller directement voir ce qui est valorisé par le client. Si je prends ce premier commentaire, on va voir que le client, la première impression qui lui vient quand il donne son avis sur son expérience, ça va être le fait que le personnel est agréable et qu'il est à l'écoute. Donc cet aspect d'écoute va revenir de la même manière que l'aspect conseil, à l'écoute dans l'ensemble, etc. Voilà, donc on a vu ici comment, grâce au niveau émotionnel qu'on va positionner sur les différentes thématiques découvertes dans le propos, on peut vraiment facilement détecter et positionner des irritants ou des vecteurs d'enchantement, comme ici sur l'écoute et la communication pendant l'expérience d'un magasin de retail. Une fois qu'on a fait ce travail, on va pouvoir passer à une vision plus synthétique des vecteurs de fidélisation et des irritants. Alors, pour faire cet exercice, on a choisi là, de vous montrer un exemple sur le secteur bancaire. Et donc ici, on a en alvéole tous les vecteurs de fidélisation et tous les points irritants de l'expérience qui permettent de synthétiser en un seul écran, on va dire, tout ce qu'on a pu apprendre sur la donnée. Donc, on va pouvoir directement observer les aspects de température émotionnelle. Donc ici, plus on est sur des couleurs froides, plus l'expérience est critiquée. Et puis, plus on est sur le centre ici de la ruche, plus on va être sur des émotions favorables et des vecteurs de fidélisation. Et on va aussi pouvoir directement voir si en volume, le volume de commentaires suit ces émotions. On va dire, est-ce que ces émotions sont partagées par beaucoup de personnes ou pas? Donc là, on voit que, par exemple, la qualité des conseils
et ce qui est le plus commenté, hein, dans les sujets qui ont été relevés comme étant des vecteurs de fidélisation et des irritants. Donc ça peut aussi vous aider à prioriser, à mieux comprendre comment prioriser. Et puis enfin, on va pouvoir aller faire un zoom émotionnel sur les éléments. Donc là, on va vraiment se focaliser, par exemple, sur le dégoût, sur la colère, sur la peur, et on va pouvoir dire, bah, OK, qu'est-ce qui génère du dégoût chez mes clients? Donc ça, il faut savoir que cette émotion de dégoût, elle est très particulière et qu'elle peut aussi générer de l'attrition. Donc ça a un lien assez fort avec la fidélisation. Donc ici, on voit que le design du site, l'application mobile, donc là, il y a sans doute eu des changements plus innovants dessus, mais ils sont vraiment très rejetés par les clients et ça va générer du dégoût, ou un spot de publicité qui serait mal tourné, mal conçu, ou mal testé, va pouvoir aussi générer derrière de la colère et jouer un effet contraire par rapport à l'impact souhaité initialement. Voilà, on a vu donc, si je récapitule un tout petit peu, le lien entre recommandation, satisfaction et émotion. Comment repérer sur le parcours les différents irritants, comment on peut positionner en utilisant son réseau d'agence ses émotions et ses indicateurs émotionnels sur une carte pour automatiquement faire des constats au niveau plus local et démultiplier les forces en utilisant les, les- les équipes opérationnelles localement. Et puis là, on a vu ici comment on peut aussi décider sur un certain nombre d'aspects de lancer des actions parce que ce sont des actions clés en termes de fidélisation ou parce que ce sont des irritants clés notés par les clients. Donc, je vais repasser la parole à Grégoire pour maintenant sans doute passer à vos questions. Voilà, merci Mathieu. Alors, avant de passer aux questions-réponses, on vous offre un audit gratuit de vos parcours via le test gratuit sur 500 données issues de vos fichiers ou de vos avis, de vos enquêtes. Donc, vous pouvez nous l'indiquer à l'occasion lorsque vous répondez au petit formulaire de feedback, de satisfaction dedans. N'hésitez pas si vous souhaitez en bénéficier. Donc, mettre le lien dans le chat et puis peut-être nous indiquer les questions qu'il y a eu, un règlement d'inscription. N'hésitez pas également à en indiquer dans le chat. Pourquoi pas prendre la parole directement en activant votre micro. Oui, bah merci Mathieu et Grégoire pour la présentation. Bon, il y a eu plusieurs questions pendant les inscriptions, donc j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, si jamais vous reconnaissez dans le chat et que ça ne répond pas totalement à votre question, n'hésitez pas à le préciser également. Donc on avait une question qui était comment récolter du feedback efficacement? Alors, pour récolter du feedback efficacement, il y a ce qu'on indique un petit peu en intro. Si c'est via des systèmes d'enquête, privilégier des interactions courtes, donc le moins de questions possible, un maximum de 4-5 questions, et plutôt à répéter en fait à différents moments de vie ces enquêtes plutôt que d'avoir une énorme enquête une fois par an. Et puis si il s'agit de sources en ligne, il faut privilégier des sources utiles, pertinentes, qui vont où il va y avoir en fait de la matière, que ce soit en quantité de commentaires d'avis ou que ce soit en qualité d'avis. Donc, on vous avait fait ce classement qui peut vous aider à ça, privilégier des plateformes notamment, peut-être plus que des réseaux sociaux, et puis penser aussi à des sources de feedback client auxquelles on ne pense pas forcément, comme le chat, pourquoi pas certains emails aussi. Bien, j'espère que ça a répondu à la question, n'hésitez pas hein, sinon. Il y a une autre question aussi qui était plus sur l'outil. Comment ça se passe en termes d'implémentation et de complémentarité avec d'autres outils de type social listening ou des communautés online par exemple?
Oui, alors, ce qui concerne notre outil, il peut s'interfacer avec d'une part des plateformes comme Google Trip pour pouvoir euh, collecter en fait les avis disponibles automatiquement ou d'autres plateformes. Donc, à voir au cas par cas en adaptant les connecteurs et nos API. Et puis, pour les parties enquête, là aussi, il y a plusieurs manières en fait de pouvoir connecter l'outil soit à vos fichiers de résultats d'enquête, soit directement à l'outil d'enquête. C'est la logique et donc ça peut s'exécuter sans souci au cas par cas. Ok, merci. Il y a Clara qui vient de poser une question dans le chat. Peut-on faire ces analyses en multisource, donc mail, commentaire, enquête client, tant que la question posée est identique? Et où est-ce que cela fonctionne par source unique? Alors, on a la possibilité dans la plateforme de sélectionner les résultats par source. Donc, c'est intéressant d'avoir en tête si les clients vous répondent, d'avoir une vision un peu globale des résultats et donc de pouvoir voir l'émotion de l'ensemble de vos clients, quelle que soit la source. Et en même temps, c'est aussi intéressant d'analyser les résultats par source parce que le moment ou l'état d'esprit du client peut être éventuellement différent. Et donc, on peut, de la même manière qu'on a vu des tableaux dans l'outil ici par rapport au NPS, on peut en fait faire le même tableau par rapport à chaque source et analyser les éléments source après source. La question, enfin, il y a la remarque aussi sur la question posée. C'est important. C'est sûr que c'est important la question. Si vous posez des questions qui sont connotées émotionnellement, par exemple, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans l'expérience, ce genre de questions, forcément, vous allez circonscrire un tout petit peu vos réponses sur des champs émotionnels négatifs. Et nous, ce qu'on préconise généralement, c'est plutôt de laisser ouvert la question euh, pour laisser complètement le client s'exprimer et pouvoir donner son émotion et sans on va dire, générer un biais par rapport à ça. Je complète ce qui pourrait Ouais. d'ailleurs rendre comparable en fait une question de manière très ouverte, On ce qui t'a pas pourrait rendre entendu, comparables les Grégoire. résultats à Grégoire, des avis on t'a pas spontanés. entendu. Ouais. Ça a Alors, coupé. je réactive le micro. Ouais. L'intérêt d'avoir une question très ouverte, c'est que ça peut rendre la réponse aussi comparable à des avis plus spontanés issus de plateformes online dans lesquelles vous ne posez pas de questions aux clients, mais ils viennent y laisser des avis spontanément. Et donc, ça peut rendre aussi les choses comparables dans une optique d'analyse multisource. Et il y avait une deuxième question. Sébastien, tu veux peut-être la lire? Ouais, c'est-il possible de lier d'autres variables pour faire des analyses croisées, donc profil, score par exemple? Alors exactement. Généralement, c'est très très riche de pouvoir croiser les données comme ça. Et on a des écrans dédiés en fait qui permettent de positionner l'ensemble des valeurs de profil ou l'ensemble des valeurs de score, l'ensemble des agences, l'ensemble par exemple, de l'ancienneté client. Et on peut détecter tous les tendances émotionnelles par rapport à ces informations en un seul clic. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Donc si vous avez, là on pense plutôt évidemment à des sources d'enquête ou même de mail, si vous pouvez caractériser mieux vos datas, plus vos datas sont riches, plus derrière l'analyse émotionnelle pourra être riche et vous pourrez en tirer des conséquences et des informations sur la plateforme. Ok, bon, bah, apparemment c'était très clair, donc tant mieux. Merci. Et je vais peut-être vous poser une dernière question là, qui avait été posée à l'inscription, c'est est-ce qu'il est possible de mesurer les résultats d'un plan d'action? Alors oui, c'est tout l'intérêt en fait de la démarche aussi. Une fois qu'on a mesuré, on va dire de manière initiale, les éléments, on va avoir une note émotionnelle, on va avoir une note de satisfaction. On va découvrir des irritants comme on l'a vu là. Et ensuite, un des intérêts, c'est
en continuant à mesurer l'émotion, une fois qu'on a mis en place ces actions, c'est qu'on va pouvoir observer sur ces thématiques-là que la température émotionnelle s'améliore, qu'il y a plus de joie ou de surprise dans l'expérience. Et donc, on a à la fois le thermomètre pour mesurer au départ de l'expérience et le même thermomètre pour mesurer les choses une fois qu'on a mis en œuvre un irritant. Enfin, une action d'amélioration pour que cet irritant soit corrigé. Et donc, c'est quelque chose, c'est un vrai atout de l'analyse sémantique, c'est que ça permet d'aller sur des sujets très précis sur lesquels on ne pourrait pas aller parce qu'on ne va pas poser 50 questions aux clients, comme l'a indiqué Grégoire, et on ne va pas générer une gêne avec cette démarche d'enquête et d'écoute additionnelle par rapport au temps consacré par le client pour répondre. Donc, voilà. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc, écoutez, merci à tous. Parfait. Merci beaucoup à vous. C'était un tout petit peu plus long que prévu, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser à votre tour votre petit feedback spontané via le lien. Un grand merci. Bonne journée à tous. À très Merci à bientôt. tous. Au revoir.